Georges-Louis Boucher, bonjour. Bonjour. Merci d'être dans nos studios sur Radio Judaïka. Merci pour l'invitation. Vous êtes président du MR et on va commencer une petite rencontre avec vous parce qu'on va balayer plein de sujets d'actualité par, on va dire, les derniers jours, c'est-à-dire les émeutes. Et en gros, si j'ai bien compris, vous voulez plus de sévérité pour les casseurs et plus de sanctions pour les parents des mineurs. Exactement, parce qu'en fait, aujourd'hui, c'est purement théorique le fait qu'on puisse récupérer normalement l'argent de ceux qui ont cassé. Et donc, moi, je veux que ça soit quelque chose de systématique. Effectivement, le Code civil le permet, mais aujourd'hui, il n'y a personne qui se constitue partie civile ou qui entame des actions civiles en parallèle pour récupérer des moyens. On estime que c'est pas suffisant. Parfois, il n'y a même pas de toute façon de poursuite pénale en la matière. Et donc, il faut avoir une systématisation des poursuites et un remboursement qui soit automatique. Vous cassez un abribus, vous payez l'abribus. Il n'y a pas de raison que ce soit les impôts des autres qui payent pour vous. Et si vous êtes mineur, vos parents peuvent payer pour vous. Et encore une fois, si ça doit prendre 10 ou 20 ans, tant pis. Il fallait y réfléchir avant. Mais je trouve que ça ne va pas, cette société où on déresponsabilise complètement les individus, voire à la rigueur, on légitime certains actes. C'est-à-dire que on dit, voilà, ils ont cassé, mais c'est normal, c'est des jeunes en révolte, ils s'y retrouvent pas, la police est peut-être pas correcte avec eux, etc. Faut arrêter de rigoler. Il y a des dizaines de milliers de personnes dans notre pays qui vont pas bien, et c'est pas pour autant qu'ils commencent à tout casser. Et vous pensez que ça va suffire, de le dire, vous allez payer, ça va enlever en tous les cas, ça va peut-être responsabiliser déjà certains parents, qui feraient bien de garder leurs enfants chez eux, plutôt que de les laisser traîner en rue. Et le deuxième élément, à minima, au moins, on va déjà un peu diminuer le sentiment d'injustice par rapport au fait que ce ne sont pas vos impôts, mes impôts, qui vont permettre de réparer ces biens qui ont été dégradés, mais bien ceux qui les ont détruits. Alors, Philippe Claus, le bourgmestre, parlait d'un côté plus festif sur les émeutes de Bruxelles. Ça vous choque, ce discours un peu indulgent ? Oui, mais bien sûr. Et en fait, on n'arrête pas. On n'arrête pas d'entendre des associations, des structures, des gens bien pensants qui essayent de trouver des causes d'excuses, d'amoindrir. Enfin, moi, je vois pas ce qui est festif de brûler des voitures. Non, je pense que c'est justement un problème du discours politique qui consiste finalement à relativiser ce qui se passe. Mais je pense que je ne lui souhaite pas, mais je pense que si un responsable politique avait sa voiture qui était brûlée demain matin, je crois qu'il réagirait un petit peu différemment. Donc il faut se mettre aussi à la place des gens et on ne doit pas accepter l'inacceptable. Et moi, j'en ai un petit peu marre aussi de cette idée selon laquelle les pauvres, on n'investit pas, on ne les encadre pas. Souvent, c'est dans les quartiers socialement les plus difficiles que l'État investit le plus. Et pour le reste, il y a plein de jeunes. Par exemple, un enfant d'agriculteur aujourd'hui, les agriculteurs sont dans des situations compliquées. Il n'a pas nécessairement beaucoup de perspectives ou d'avenir. En tout cas, il peut le penser. C'est pas pour autant qu'il va tout détruire autour de lui. Donc à un moment, il faut remettre un peu d'éducation et de sens des responsabilités. Est-ce que ça vous paraît logique, cette espèce de contagion de la révolte entre Paris et Bruxelles ? Non, il n'y a aucune logique à ça. Même si un policier a fauté, et on verra ce que l'enquête dit, mais donc on est dans un état de droit. Donc en fait, il y a des procédures pour régler ça. Mais on ne va pas brûler des bus, on ne va pas détruire des écoles, etc. Donc déjà, rien qu'en France, je trouve que la réaction n'a aucun sens. Mais alors, le pire, c'est quand à Bruxelles, des gens essayent de parler d'une solidarité, je ne sais pas de quoi ils parlent, puisque ce n'est pas du tout la même police, ce n'est pas du tout les mêmes enjeux, la même organisation, etc. Mais donc, c'est un manque d'éducation, de la bêtise et une déresponsabilisation permanente. Mais tout ça n'a aucun fondement rationnel. Et encore une fois, franchement, on peut entendre des colères, etc., mais il ne faut pas légitimer de tels actes. Donc, ceux qui, même en France, disent « mais vous vous rendez compte, l'acte qu'il y a eu », ok, mais alors, quand un policier est tué, quand ça va dans l'autre sens, moi, j'ai pas vu que les policiers venaient démonter des palais de justice pour dire c'est injuste ce qui nous arrive. Donc, il y a dans une démocratie des manières de s'exprimer. Et il faut rappeler à tout le monde qu'il faut respecter ces manières de s'exprimer. Et la violence n'est jamais une alternative acceptable. Alors, je voudrais qu'on revienne sur le Téhéran Gate, si je peux appeler ça comme ça. Vous avez dit que vous referiez tout pareil, que vous choisiriez de nouveau Hadj al-Habib. Je suppose que vous persistez, vous signez. Oui, non, mais ça, c'est clair, elle n'a pas fait de faute. Faut savoir qu'il y a 100 000 visas octroyés à des Iraniens en Europe sur l'année 2022. À partir du moment où un gouvernement belge émet une invitation à l'égard de responsables étrangers, c'est quand même très compliqué sans susciter un grand problème diplomatique
pour un autre gouvernement belge de refuser ces visas. Je rappelle par ailleurs que, et on peut le regretter, mais aujourd'hui, nous avons des relations diplomatiques avec l'Iran, comme avec toute une série de pays avec lesquels on ne partage pas les valeurs et l'organisation de société, ni la vision du monde. Mais cela implique, par exemple, puisque tous les pays occidentaux sont face au même défi, que chaque année, vous vous retrouvez avec des responsables iraniens qui se rendent à New York à l'Assemblée générale des Nations Unies. Donc le fait de délivrer des visas ou d'avoir des relations diplomatiques n'est pas une exception belge en la matière. Et encore une fois, si on ne voulait pas de ces personnes sur le territoire, le plus simple eût été de ne pas les inviter. Donc il ne faut quand même jamais oublier non plus le fait générateur. Alors, je sais bien que vous alliez me dire que c'est pas elle qui les a invités, et c'est vrai, mais quand même, on aurait pu ne pas leur donner de visa, et reconnaissez que recevoir le maire de Téhéran et une délégation de 14 personnes 2 semaines après la libération d'Olivier Van de Castel, c'était pas très malin. Mais encore une fois, il ne fallait pas les inviter. Donc, enfin, vous ne pouvez pas demander à un niveau de pouvoir de créer un incident diplomatique de ce fait-là. C'est donc, quand même un État voyou, Georges-Louis Boucher. C'est pas n'importe qui. Oui, les mecs qu'on a en face, c'est les soutiens du terrorisme en Europe. C'est un État qui aujourd'hui a un ambassadeur en Belgique et dont la Belgique a un ambassadeur là-bas. Et donc, moi, la question que vous posez, je peux tout à fait l'entendre. Mais alors, ça pose la question de savoir si on doit avoir des relations diplomatiques avec eux ou pas. Moi, je reste convaincu qu'on doit en avoir avec tous les pays du monde. Parce qu'à un moment donné, quand vous devez discuter, parce que vous êtes face à des difficultés, eh ben, il vaut mieux avoir des points de contact partout. Mais j'entends ce que vous dites. Si certains estiment qu'on ne doit plus avoir de relations diplomatiques avec l'Iran, c'est une position qui est tout à fait audible et acceptable dans une démocratie. Il faut juste voir à un moment donné quel est le plus grand intérêt pour la sécurité de nos concitoyens, pour l'intérêt de notre pays. Mais vous savez, aujourd'hui, il y a toute une série d'autres pays où on peut se poser des questions. L'Arabie Saoudite, par exemple, a un rôle qui n'est pas toujours nécessairement clair en matière de terrorisme. Vous parlez de la Chine, effectivement. On a beaucoup critiqué le Qatar, par exemple. Mais le Qatar ou Oman, aujourd'hui, sont des États qui permettent d'être des courroies de transmission entre l'Occident et d'autres pays dans lesquels, eh bien, on doit... Par exemple, c'est Oman qui est intervenu dans la libération d'otages. Donc, la politique internationale est plus compliquée que simplement dire il y a le camp du bien, il y a le camp du mal. Et donc, notre force, je pense, c'est de pouvoir continuer à garder des contacts avec tout le monde pour faire valoir nos valeurs. Et quand on rencontre ces dignitaires, de ne pas accepter leur modèle, mais leur expliquer que c'est pas dans cette direction qu'il faut aller. Mais pour le reste, à partir du moment où il y a un gouvernement belge qui envoie une invitation, que de l'autre côté, il y a une unanimité pour garder des relations diplomatiques, je ne vois pas sur quelle base on pourrait demander à une personne seule de créer un incident diplomatique, en sachant aussi que ces personnes... Une personne seule qui est ministre des Affaires étrangères, c'est pas n'importe qui. Mais je vais vous l'expliquer autrement. Ces personnes... Donc, il y a 2 éléments à vérifier pour délivrer un visa. 1, est-ce que ces personnes sont sur des listes internationales où elles sont interdites de voyage? Et 2, est-ce que la Sûreté de l'État donne son accord? La Sûreté de l'État donne son accord, ces personnes ne sont pas sur des listes. Et donc, sur quelle base elle peut refuser? Ça veut dire qu'on accepte le fait du prince. On accepte qu'à un moment donné, une personne seule dise vous répondez aux conditions, mais vous ne pouvez pas rentrer. Vous répondez aux conditions, mais vous pouvez rentrer. Enfin, à un moment donné, dans un état de droit, ça ne fonctionne pas comme ça. Et donc, est-ce qu'il faut renforcer les conditions? Est-ce qu'à un moment donné, on doit, et c'est d'ailleurs des propositions qu'Adjel Habib a fait en commission, est-ce qu'à un moment donné, on doit dresser une liste de pays sensibles pour lesquels il faut peut-être solliciter d'autres avis, remonter au niveau du gouvernement, remonter au niveau du Cairn? Tout ceci est envisageable, nous, on n'a pas de fermeture. Mais par rapport à la procédure qui était existante, voilà les différents paramètres qui étaient à vérifier. Je vais vous poser une autre question. Si demain, vous avez des représentants saoudiens qui viennent en Belgique, on sait très bien qu'il y en a certains qui sont mêlés et qui ont des enquêtes internationales sur le dos. Si ces personnes ne sont pas sur des listes et que la Sûreté de l'État dit que c'est OK, est-ce qu'on doit se dire pas OK pour une série de Saoudiens? Est-ce qu'on doit se dire la même chose pour des Qataris, dans certains cas? Vous savez, le Qatar a été fortement décrié dans notre pays. Je vois bien que le Qatar, en tant que propriétaire du Paris Saint-Germain, par exemple, reçoit le tapis rouge un peu partout. Ouais, mais le Qatar, c'est pas l'Iran, Georges-Louis Boucher, il faut être honnête. On les a vus, les gens de la délégation iranienne, prendre en photo sur le sol bruxellois des manifestants anti-Iran. C'est quand même des gens qui sont très dangereux. C'est une attitude qui est inacceptable. Et d'ailleurs, la ministre des Affaires étrangères, Adjel Habib, a demandé à l'ambassadeur iranien de rendre des comptes en la matière. Pour le reste, je le répète encore une fois, je ne voudrais pas non plus qu'on fasse preuve de naïveté.
l'Iran a une délégation permanente en Belgique via son ambassade. Donc, je ne veux pas émettre trop d'hypothèses, mais selon un rapport de la Sûreté de l'État qui a été remis aux parlementaires jeudi dernier, la Sûreté de l'État dit elle-même que si l'Iran veut à un moment donné photographier toute une série de choses ou prendre des informations en Belgique, dans le respect bien sûr du droit, et donc on doit lutter contre ce genre de comportement. Mais à partir du moment où ils ont une ambassade, ils n'attendent pas nécessairement la délivrance de visa pour mener de tels contrôles. Je rappelle qu'on a toujours une délégation diplomatique de la Russie sur notre territoire. Et donc oui, est-ce que grâce à ça, la Russie est en capacité de représenter une menace en matière de renseignement? Bien sûr que c'est le cas. Est-ce qu'on doit couper tous les liens avec la Russie? Ça n'a pas été la position de l'Union européenne, aussi pour des raisons évidentes en cas de négociations futures de paix ou en tous les cas de normalisation un jour, lorsque la Russie respectera l'intégrité territoriale de l'Ukraine, d'un retour à un moment donné à un certain dialogue. La Russie ne prend pas des otages belges, en l'occurrence, mine de rien. Oui, mais même ça, si on est solidaire de l'Ukraine et tout ce qu'on veut. Vous pouvez comparer tous les pays. Je veux dire, la Russie se rend également complice de graves déstabilisations de nos pays. Vrai. On le sait, par exemple, que la Russie, via la Biélorussie, a utilisé la migration, par exemple, comme un moyen de pression, que la Russie a fait du hacking, une méthode de déstabilisation de nos États et d'atteinte à la sécurité nationale, avec parfois des conséquences extrêmement dramatiques. Donc, oui, on peut comparer le type d'acte, mais je veux dire, ça reste des pays qui sont tous extrêmement dangereux à des degrés divers, à notre égard. Mais le Parlement européen a quand même demandé à ce que les gardiens de la révolution islamique soient mis sur la liste des organisations terroristes par l'Europe. C'est pas le cas de la Russie, par exemple. Oui, mais d'un autre côté, la Russie aujourd'hui a potentiellement moins de relations, ou en tout cas un niveau de relations assez semblable avec les pays européens que l'Iran, pour des raisons qui sont différentes. Mais donc, est-ce qu'aujourd'hui on est conscient d'un risque russe? Ben oui, c'est le cas. Ouais. Est-ce que pour autant, on ne doit plus avoir du dialogue? Moi, je vous donne un point très simple. Lorsqu'il a fallu faire en sorte que le blé qu'on a pu récolter d'Ukraine puisse sortir du territoire. Qu'est-ce qu'on a fait? On a demandé à Erdogan, qui lui aussi n'a pas toujours nécessairement bonne presse en Europe, pour faire un accord avec Poutine, pour permettre d'avoir un couloir qui permette de sortir ce blé. Mais qu'on aime ou pas Erdogan, il n'est pas un État terroriste. Oui, c'est un tyran, c'est un autre problème, mais néanmoins, c'est pas un État terroriste. Mais ça, je suis tout à fait d'accord. Mais alors, et c'est pas sur cette antenne que je vais évoquer la question, mais je rappelle qu'aujourd'hui, ceux qui sont membres de l'autorité palestinienne, qui eux-mêmes sont maintenant présents dans toute une série d'institutions internationales, étaient jusque aux accords d'Oslo considérés aussi par Israël et par le reste de la communauté internationale comme une organisation terroriste. Et d'ailleurs, Israël ne souhaitait pas parler à ceux qui sont aujourd'hui les représentants de l'autorité palestinienne. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire que je dirais que le caractère dangereux de toute une série d'organisations de représentants n'a pas nécessairement changé. Moi, je ne suis pas un naïf. Je ne considère pas que du jour au lendemain, le Fatah s'est transformé en colombe. Mais je dis juste qu'Israël elle-même a été confrontée à un moment donné de se dire, mais si on veut normaliser les choses, on est obligé de parler, même si au début, au niveau des accords d'Oslo, ça a été fait par des voies détournées. Il n'y avait pas de dialogue véritablement officiel, mais il y avait un dialogue maintenant, historiquement, ça a été établi. Donc, on le voit bien, les relations internationales sont souvent des choses extrêmement complexes. Mais, si vous voulez me faire dire que l'Iran est un État qui est totalement contraire à nos valeurs, à la fois dans son organisation, sa façon de traiter sa population, sa façon de traiter les relations internationales, bien évidemment que c'est le cas. Mais malheureusement, en relations internationales, si on ne parlait qu'aux gens bien, eh bien, on ne parlerait qu'à une cinquantaine de pays dans le monde sur les 200. Et ça, je pense que tout le monde considère que ce n'est pas nécessairement réaliste. Est-ce que vous saviez qu'aucune ville israélienne n'avait été invitée sur 600 villes qui étaient reçues dans ce Bruxelles? Par contre, Téhéran, oui. Bah alors, je vais être très clair avec vous. Malheureusement, ça ne m'étonne qu'à moitié. Mais je peux vous dire qu'au niveau de la région bruxelloise, je sais qu'aujourd'hui, on fait des missions économiques en Palestine. On a un bureau en Palestine. On n'en a pas en Israël. C'est déjà d'un point de vue économique totalement absurde, mais d'un point de vue justement sur la base de tout ce que j'explique en termes de relations diplomatiques, oui, aujourd'hui, pour certaines personnes dans la classe politique belge,
je me demande si pour eux, Israël n'est pas finalement le pire État. J'ai pu moi-même m'y rendre. J'ai eu droit à des explications qui étaient surréalistes sur le comportement de certaines autorités belges et de certains élus belges aujourd'hui. Parce que là, il y en a quelques-uns qui s'indignent sur l'Iran, mais si vous regardez sur les 10 dernières années, il y a eu plus d'interventions, de questions, d'interpellations et de motions à l'égard d'Israël que que vis-à-vis de n'importe quel autre pays. Donc oui, moi, ça me pose un très, très grave problème. Malheureusement, l'information que vous me donnez ne m'étonne que partiellement. Mais c'est tout à fait inacceptable. Ça, je vous le dis, parce que jusqu'à preuve du contraire, Israël reste la seule démocratie de la région. À chaque fois que je le dis, ça suscite beaucoup d'émoi chez certains, mais c'est juste une réalité. C'est une réalité. Et donc, vous savez, on a contesté le résultat des élections en Israël il y a de ça quelques mois. D'ailleurs, la société israélienne elle-même a contesté certaines décisions. Plus d'1 million de personnes dans les rues le samedi. La preuve. C'est une démocratie. Mais en Israël, vous avez le droit de critiquer le résultat des élections parce qu'au moins il y a des élections. Mais donc à un moment donné, moi ça me fait un petit peu rire qu'on vienne dire ah mais vous voyez les Israéliens ils votent quand même un petit peu bizarrement. Ben oui, eux au moins ils ont le droit de voter. Donc ça fait quand même déjà une grande différence avec pas mal d'autres pays de la région. Est-ce que cette affaire elle a quand même fragilisé le gouvernement ou c'est pas ce que vous pensez? Je pense qu'on est à 1 an d'un scrutin, d'un gouvernement qui est structurellement compliqué à gérer avec cette partie, dans un monde qui est de plus en plus compliqué également. Et donc, je n'estime pas, en tout cas, nous, de notre côté, j'estime pas qu'il est fragilisé. Est-ce que ce gouvernement est un long fleuve tranquille? Non. Est-ce que sa gestion en est simple? Certainement pas. Et donc, moi, ce que j'appelle de mes vœux, c'est un résultat électoral plus clair l'année prochaine pour avoir des majorités qui sont plus solides, plus claires, avec une direction vraiment précise. Je pense que c'est ça qu'on doit se souhaiter les uns les autres. Après, vous savez, c'est un gouvernement qui, d'une certaine manière, a pu cacher certaines de ses faiblesses grâce aux crises. Vous savez, quand vous passez quasi 2 années à gérer le Covid, pendant ce temps-là, on ne vous parle pas de réforme fiscale, donc la différence entre la gauche et la droite, on ne la voit pas trop. Parce que pour affronter le virus, oui, il y a des petites différences et des frictions entre nous. On ne peut pas dire que c'est idéologiquement très marqué. Bon, après, il y a la crise énergétique, et avant ça, la guerre en Ukraine. Bon, là aussi, même si, franchement, ce n'était pas si simple que ça d'envoyer du matériel et un soutien militaire, parce que certains ont un petit peu du mauvais côté aussi. Ils ont la naïveté, des pacifistes jusqu'à l'extrême, quoi. C'est les pacifistes qui réalisent pas que parfois, oui, la guerre, malheureusement, constitue un acte d'autodéfense et pas un acte belliqueux. Et donc, mais malgré tout, on a pu rester dans un certain concert européen, gestion de crise, etc. Là, maintenant qu'on est vraiment dans de la politique pure et dure, oui, quand vous avez 4 partis de gauche, un parti du centre, 2 partis de droite dans un gouvernement, imaginez que dans le même gouvernement, vous ayez Mélenchon, Ciotti et Macron. Oui, ça, je crois que ça serait compliqué pour tout le monde. Bon, la cohabitation, c'est jamais simple. Vos prochaines priorités, c'est le nucléaire et les chômeurs, j'ai bien compris? C'est bien ça. Donc, c'est à la fois garantir la sécurité d'approvisionnement au niveau belge avec plus de 2 réacteurs nucléaires. C'est fondamental. Il nous manque près d'1 giga à l'horizon 2027. Alors, 1 giga, pour que tout le monde comprenne bien aujourd'hui, c'est un peu moins de 10% de notre capacité. Donc, ça veut dire qu'en gros, vous allez passer... on va dire 3/4 d'une journée par semaine avec un risque de ne pas avoir d'électricité. Donc, il faut quand même un petit peu se rendre compte de ce que c'est. Et alors, c'est bien plus grave encore en 2033, mais on doit y penser maintenant parce que construire de nouvelles installations de production électrique, ça prend beaucoup de temps. En 2033, on nous parle jusqu'à plus de 5 gigas manquants. Donc 5 gigas, là, vous arrivez à près de 40% de la capacité actuelle. Pourquoi? Parce qu'en fait, la consommation d'électricité ne va cesser d'augmenter. Les voitures électriques, les pompes à chaleur, les process industriels qui passent à l'électricité. Donc c'est un vrai enjeu. Deuxième élément, on fait partie des 5 pays européens où on est le moins nombreux à travailler, un taux d'emploi très faible, en particulier en Wallonie et à Bruxelles. Et donc, on doit augmenter ce taux d'emploi parce que c'est la seule solution pour baisser l'impôt. Aujourd'hui, pour baisser l'impôt des gens, parce qu'on est quand même recordman mondial d'imposition sur les travailleurs. Il y a quand même des gens qui viennent se planquer en Belgique, je dis ça comme ça.
Oui, mais pour des cas qui sont extrêmement spécifiques, en gros, c'est très simple. Il y a un impôt que nous, on n'a pas, c'est l'impôt sur la fortune. Ça, on ne l'a pas. Et objectivement, moi, je suis tout à fait opposé à ce qu'on l'instaure pour une raison simple. C'est que les gens, avant de constituer une fortune, ils ont travaillé ou ils ont fait des investissements. Et donc, à un moment, vous avez déjà payé de l'impôt. Donc, payer de l'impôt sur de l'impôt, je trouve qu'il y a quand même un problème conceptuel par rapport à ça. Et d'ailleurs, les gens pensent que l'impôt sur la fortune n'est payé que par les riches. Mais je peux vous dire que des agriculteurs, par exemple, ou si vous héritez du garage familial de votre papa ou de votre maman, eh ben, comme vous avez un actif immobilier ou des terres dans le cadre d'un agriculteur, on dit, regardez, vous avez un gros patrimoine, donc vous allez payer l'impôt sur la fortune. Or, vous n'êtes pas riche nécessairement. Donc, c'est aussi un truc qui est très compliqué, parce que, par exemple, si vous êtes riche à coup d'actions qui sont placées dans des fonds d'investissement à l'étranger, vous ne payerez pas l'impôt sur la fortune. Donc, c'est toujours des choses qui sont un petit peu délicates. Le slogan est facile, après la mise en œuvre est beaucoup plus compliquée. Donc, je pense qu'en Belgique, il ne faut surtout pas créer de nouveaux impôts. Il faut diminuer les impôts existants. Mais pour ça, il faut qu'on soit plus nombreux à travailler. Et donc, pour nous, la réforme fiscale est indissociable de la réforme du marché du travail. Ma dernière question, c'est un peu sous forme de boutade. Vous avez été détrôné à la première place des invités de matinale par Georges Gilles Quinet, vice-premier ministre, ministre de la Mobilité. Vous êtes beau joueur, c'est parce que ces sujets, c'est à la mode en ce moment? Non, enfin, je sais pas, peut-être qu'il avait envie d'y aller, mais c'est pas. Moi, je suis surtout un démocrate et je pense que c'est bien qu'il y ait plusieurs voix qui se fassent entendre dans le débat public. Et surtout, en plus, ça tord le cou à une caricature qui serait selon laquelle je serais tout le temps dans les médias et que c'est à cause de ça que les écolos ont des problèmes, etc. Ben non, je vois qu'ils viennent dans les médias eux-mêmes et que leurs résultats sont aussi le fruit de leurs propres actions et pas nécessairement de celles des autres. Donc moi, je trouve que c'est très bien et j'invite. Franchement, plus on sera nombreux dans le débat, pour autant qu'on fasse un débat de qualité, plus ce sera favorable à la démocratie. Merci beaucoup, Georges. Merci à vous. Je voulais peut-être juste vous dire un mot. C'était, puisque c'est arrivé hier, c'était de condamner l'attentat à Tel Aviv, parce que je pense qu'on n'en parle pas beaucoup. Aujourd'hui. Oui, mais hier, Oui, bien sûr, dans ce cas-là, mais bon, voilà. On a eu peut-être une mauvaise habitude de s'habituer parfois à ce genre d'actes, mais je pense qu'il faut rappeler à quel point ce sont pas des actes qui sont normaux. Et donc, et en plus, bon, certains ont eu aussi des commentaires sur l'intervention israélienne quelques heures auparavant. Je pense qu'on voit quand même la nécessité aussi pour un État de se protéger. Je crois que tant qu'on ne va pas sur place, c'est très compliqué de réaliser ce que c'est de vivre entouré de voisins qui veulent votre destruction. Et donc, je crois qu'on doit continuer, bien sûr, et fondamentalement à travailler à la paix, à la reconnaissance de deux États. Mais je pense que pour beaucoup de Belges, par exemple, qui jugent, il faut quand même se rendre compte que leurs voisins, c'est pas le Luxembourg, les Pays-Bas et la France. Et donc, ça change quand même fortement votre perspective. Et pour ça, je crois qu'il faut se rendre sur place aussi pour pouvoir le comprendre et le réaliser. Merci. Merci à vous. Dernière parole. À très bientôt. À bientôt.